table rapide pour passer vite aux questions. Présenter qui on est, ce qu'on fait dans la société. Donc Florian Rouet, je suis responsable email marketing chez Viadeo et je gère tout le pôle emailing et tous les emails ad hoc qu'on envoie à nos membres payants et non payants chez Viadeo. Bonjour à tous, je suis Jérôme Geiss, je suis consultant indépendant de livrabilité pour les annonceurs qui expédient leurs emails par leurs propres moyens. Et j'ai une double casquette parce que je suis aussi consultant technique pour Signalstar. Oui, bonjour, Arnaud Clément-Bollet, je suis responsable des livrabilités chez ExactTarget pour toute l'Europe. Bonjour, moi je m'appelle Armand Thiberge, je suis le fondateur de MailingBlue, solution de routage email et SMS. Bonjour, Sébastien Fischer, responsable des livrabilités chez Cabestan. Alors, avant de passer aux questions, j'ai envie de donner la parole à Jérôme, parce qu'on parle de délivrabilité, on est rentré très rapidement dans des problématiques techniques. La délivrabilité, on l'associe beaucoup au spam. Finalement, c'est devenu un concept qui est beaucoup plus large que le spam. Donc, Jérôme, est-ce que tu peux nous remettre un petit peu en contexte ce qu'est la délivrabilité et comment ça a évolué ces dernières années? Alors la délivrabilité, effectivement, ça a pas mal évolué depuis une dizaine d'années. Initialement, envoyer un email et le faire aboutir correctement en boîte de réception, il y a 10 ans je parle, c'était plutôt un challenge technique en termes de... parce que les filtres anti-spam de l'époque étaient plutôt basés sur le contenu. Donc par rapport à ce qu'on disait ce matin sur le contenu des emails, c'était qu'il fallait avoir un mail dont le contenu était correct, on ne passait pas les filtres anti-spam. Et on a été délivré correctement. Petit à petit... Tu peux te rapprocher de ton micro parce qu'on ne t'entend pas dehors. Petit à petit, avec la montée du spam et des problématiques avec Alain tout à l'heure, la montée des mails non désirés, les FAI se sont mis à intégrer dans leur chaîne de filtrage pour spam la réaction des internautes, c'est-à-dire la réputation de l'expéditeur, le fait que l'internaute reportait les emails en spam. Donc le challenge a été difficile pour les routeurs et il a fallu, ça a été plus une problématique de réputation, il a fallu identifier des délivrabilité managers chez les routeurs et le filtrage du spam. La délivrabilité est devenue un vrai sujet pour les expéditeurs. Donc voilà, c'était à peu près l'évolution du filtrage pour spam et maintenant c'est de plus en plus compliqué parce que c'est à la fois un problème, c'est toujours un problème sur le contenu, c'est aussi un problème lié à la réputation des expéditeurs, mais c'est aussi, ça peut être un problème technique. Il y a tout un tas de bonnes pratiques qui fait qu'un annonceur doit envoyer ses messages correctement dans les règles de l'art. Et c'est difficile parce que selon le FAI auquel on s'adresse, l'un ou l'autre de ces composants est différent, va peser différemment dans la chaîne de filtrage pour spam. Donc c'est effectivement un challenge compliqué, étant donné que dans une base de données, il y a plein de domaines différents. Et la politique va être différente selon qu'on s'adresse à un FAI ou à un webmail. Donc voilà, c'est un challenge à la fois technique. C'est compliqué parce que c'est à cheval entre de la technique et du marketing. Et donc on a parfois tendance à se renvoyer la balle. Le problème vient du contenu, c'est pas les DSI disent c'est un problème de contenu, les marketeurs font pas bien leur boulot. Et inversement, les marketeurs disent c'est un problème technique, il ne sait pas envoyer ses emails correctement parce qu'il ne signe pas ou parce qu'il ne dialogue pas bien avec les FAI, etc. En fait, tout le monde a plus ou moins raison. C'est à cheval entre tout et la difficulté, c'est d'arriver à détecter précisément les problèmes de délivrabilité en ayant de diagnostiquer précisément les problèmes de délivrabilité, en ayant tous les process en place pour l'analyse du dialogue SMTP, l'analyse des pratiques, et d'avoir quelqu'un au milieu avec une délivrabilité capable de connaître tout ça et d'organiser tout ça. Alors justement, pour donner la parole à Viadeo, quelle est la responsabilité dans le domaine de la délivrabilité de l'annonceur et quelle est la responsabilité du routeur? Alors, je ne sais pas si Viadeo, j'imagine, passe par un routeur. Donc Viadeo, on passe par plusieurs routeurs en fait, et c'est vrai que toute cette partie technique, on la laisse au prestat de routage, que ce soit Email Vision, que ce soit nos IP de routage GridSend ou SendGrid pour ceux qui connaissent. Donc c'est vrai que toute la partie technique, on s'en occupe pas trop. Nous, notre responsabilité, elle intervient plus dans le ciblage, dans la qualité de la base, la qualité des données qu'on envoie au routeur. C'est un travail de fond, c'est vrai que on a, pour le coup, Viadeo, c'est un site où
l'activité sur le site n'est pas permanente, forcément on a une population qui est active un jour, qui n'est plus le lendemain, donc on a beaucoup de problématiques d'usage de la part des internautes. Donc le gros qu'on essaie de fournir, en tout cas au marketing, au niveau de la délivrabilité, c'est déjà dans un premier temps de fournir des adresses de qualité, qu'on n'ait pas d'artbuns, qu'on n'ait pas de personnes désabonnées. Et ensuite, vraiment, la partie technique, c'est plus le routeur en général. Alors je dis bien, je voudrais dire, c'est vraiment une relation de confiance entre l'annonceur et le routeur, parce qu'effectivement, on n'envoie pas de hardbound sur le routeur, mais qui a dit que c'était des adresses hardbound, c'est le routeur qui a interprété les dialogues SMTP, enfin le dialogue entre les deux serveurs lors de la transaction email, et qui a pu récupérer le dernier message de rejet, par exemple, pour un problème de délivrabilité, le dernier rejet qu'il y a eu, et le catégoriser. Et donc on sait que tous les FAI renvoient des codes qui peuvent être différents, et il y a un gros travail de confiance qui est fait au niveau du routeur dans la catégorisation et dans la bonne interprétation de ces reports-là, pour appliquer des traitements différents, à savoir si c'est une adresse hardbound, elle a désactivé dès la première occurrence, et si c'est une adresse softbound, par exemple, il vaut la peine la laisser active mais en tenir compte. Et par exemple, pour un problème de délivrabilité réel, si le message n'a pas été accepté pour assimilation à un spam, ben dans ce cas-là, il met le bon gyrophare avec la bonne personne qui va intervenir sur le sujet pour résoudre le problème de délivrabilité. Donc comprendre la cause et le résoudre. Ok, et il y a une donnée qui revient souvent, qui est le taux de délivrabilité. Alors le taux de délivrabilité, c'est quelque chose d'assez particulier. J'aimerais qu'on nous en dise plus, peut-être un routeur, sur selon un routeur, qu'est-ce que le taux de délivrabilité? Parce qu'on voit encore sur certains sites 99% de taux de délivrabilité, alors ça fait rêver. Qu'est-ce que réellement un taux de délivrabilité et comment on peut le mesurer? Tu pourras intervenir juste après si tu veux. Alors le taux de délivrabilité, il y a pas mal, ça dépend un petit peu parce qu'en fait il n'y a pas vraiment de taux de délivrabilité en tant que soi. Donc déjà la délivrabilité effectivement c'est pour un routeur, en tous les cas pour nous, c'est le fait de déposer le message dans la boîte de réception. Donc c'est le challenge qu'on va avoir. Par rapport à ça, vont venir s'ajouter toutes les problématiques que vient de décrire Jérôme au niveau de la collecte, au niveau de la partie technique, donc tout ce qui est authentification, vérification et sécurité au niveau de l'email. Il ne faut pas oublier que le protocole SMTP est quelque chose de pas du tout sécurisé. Donc c'est pour ça que les fournisseurs d'accès sont venus ajouter au fur et à mesure des normes d'authentification, donc pour vérifier si la personne qui envoie un email est bien cette personne-là. Donc voilà, en plus de ça, vient nous s'ajouter en dernier point la réputation. Et donc quand on parle de taux de délivrabilité, en fait, chez les routeurs, vous verrez le delivery rate, qui est en fait le nombre d'emails qui ont été envoyés, moins les bounces, donc c'est-à-dire les messages de retour, c'est-à-dire les mails qui n'ont pas été livrés chez les fournisseurs d'accès, et les webmails. Donc ça vous donne déjà un bon indicateur si votre campagne a bien fonctionné. Par contre, ça ne va pas vous donner d'indication si le message est arrivé en spam ou pas. Ça vous donne simplement l'indication si le message est délivré chez le fournisseur d'accès. Donc c'est déjà un premier indicatif. Donc moi je pense que on parle plus de delivery rate. Maintenant, au niveau des scores, quand on parle de scoring ou de score délivrabilité, donc vous avez des sites, il y a différents sites qui existent. Vous avez le site de Thunderscore qui est de Return Pass, qui affiche des scores pour des IP vis-à-vis des IP, vis-à-vis des senders. Donc c'est des scores qui sont calculés, alors on n'a pas le détail exact de la façon dont ils sont calculés, mais alors en fait ils prennent en compte tous les paramètres qu'on vient de décrire, donc c'est-à-dire les paramètres techniques, ils vont vérifier si vous signez bien vos messages avec les clés des KIM par exemple. Ils vont vérifier si vous avez bien diffusé le SPF, c'est-à-dire que vous avez bien autorisé les IP avec lesquels vous envoyez vos messages vis-à-vis des fournisseurs d'accès. Voilà, ils vont venir analyser un petit peu tous ces paramètres-là. Ils vont aussi vérifier chez les fournisseurs d'accès avec lesquels ils ont un partenariat le nombre d'adresses qui sont rejetées, le nombre d'utilisateurs qui n'existent pas. Tout ça va déterminer en fait la qualité de vos envois et derrière ils vont établir un score qu'on va appeler le score délivrabilité. Aujourd'hui, au niveau des sites qu'on connaît, qui sont assez connus à travers le web en termes de scoring délivrabilité, donc vous avez Thunderscore, qui est je pense le plus connu. Vous avez aussi Reputation Authority qui donne un certain score, vous avez Senderbase aussi,
qui va vous donner un autre score. Voilà. Le fait de... Moi, ce que je dirais, c'est déjà plutôt de regarder des scores qui sont déterminés. La plupart sont des sites américains, donc leurs systèmes de scoring sont basés sur des données américaines. Donc pour les Français, c'est très difficile. Oui, je dis pas que... C'est pas toujours pertinent Ouais. pour l'Europe. C'est ça, c'est pour ça. Ça vous donne en fait une bonne indication, ça va vous donner une indication de la réputation globale, mais ça ne va pas vous donner vraiment le score exact de votre campagne. Après, derrière, moi, je vous conseillerais plutôt de regarder vos résultats et vos statistiques de délivrabilité, donc c'est-à-dire le taux d'ouverture par FAI, qui va vous donner en fait l'indication si vous arrivez en spam ou si vous êtes bien délivré. Parce que si par exemple votre campagne, vous avez un taux moyen d'ouverture de 30%, on va tous savoir ce taux-là, donc un taux moyen d'ouverture de 30%, si derrière vous avez chez Orange par exemple un taux d'ouverture de 2%, vous pouvez vous dire qu'il y a un petit problème de délivrabilité, donc de livraison de l'email dans la boîte de réception. Voilà. Je voudrais juste compléter sur le concept de délivrabilité et la définition qu'on met derrière. La délivrabilité au sens technique, stricto sensu, au niveau du protocole SMTP, qui consiste à dire est-ce que l'email a bien été accepté par le FAI. Ensuite, le FAI, dès qu'il a accepté l'email, il peut décider de le mettre en boîte de réception ou en spam, ou même de le supprimer dans certains cas exceptionnels. Et donc, derrière délivrabilité, on entend en fait deux choses, on recouvre deux concepts, qui est la délivrabilité technique, donc c'est là il y a le delivery rate, et c'est un taux qui est souvent de l'ordre de 99%, si on a une chaîne de base à peu près correcte, on a visuellement 99%. Ensuite, on a la délivrabilité au sens marketing, celle qui évidemment vous intéresse plus particulièrement, qui est finalement le taux d'email qui arrive en boîte de réception. Et malheureusement, ce taux, il n'existe pas vraiment parce qu'il n'est pas mesurable, parce que tout simplement, personne ne sait si vos emails arrivent en boîte de réception ou pas. On a des indicateurs forts, évidemment. Si, pour reprendre l'exemple, on a 2% d'ouverture chez Orange, alors qu'en moyenne, on a 30%. On se dit qu'il y a bien sûr un problème sur Orange. Voilà, mais donc je pense que quand on parle de taux, on parle de choses qui sont mesurables. Donc taux de délivrabilité à 99%, pour moi, c'est une phrase c'était un propos qui est juste. Simplement, il ne faut pas l'interpréter en tant que taux de délivrabilité en boîte de réception. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Voilà, on a tout dit. Ok. Alors Alain, je voudrais poser une question à Alain, c'était sur, finalement, on voit que la délivrabilité, c'est le marketing, ou du moins l'annonceur, les routeurs qui ont un rôle technique, et bien sûr les FAI et messageries qui reçoivent les messages et qui ont droit de vie ou de mort sur l'arrivée du message, soit bloqué en amont ou livré en boîte de réception. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'un FAI comme Orange attend des routeurs et des annonceurs en termes de délivrabilité et en termes d'attente, que ce soit de technique, relations. Voilà. Alors la première chose qu'on attend, c'est le respect des règles techniques. Donc ça, c'est vraiment indispensable. Donc ça, nos règles sont connues, elles sont affichées. À chaque fois que quelqu'un a une question, on répond sur les règles techniques. C'est des règles de connexion. C'est essentiellement des règles de connexion, de nombre de connexions simultanées. Je parle pour Orange. On n'a pas de problème de volumétrie. Il n'y a pas de choses comme ça. Donc il y a respect du nombre de connexions. Il y a aussi le nombre de messages non délivrés, c'est-à-dire le nombre d'adresses inexistantes. Si on a trop, il y a des blocages qui vont se faire de façon quasi automatique. Et ensuite, on a 2-3 autres règles qui peuvent être des règles purement techniques avec des codes erreurs très très spécifiques que les routeurs connaissent tous ou quand ils ne connaissent pas, on leur donne des explications tout de suite. Donc ça, de ce côté-là, aujourd'hui, je ne pense pas qu'on ait vraiment beaucoup de problèmes. Ça peut arriver ponctuellement. Ponctuellement, il peut y avoir un petit problème, mais en règle générale, ça ne dure pas beaucoup à ce niveau-là. La deuxième règle, c'est passer le premier filtre, qui est le filtre donc, de réputation des IP. Donc on a des réputations des IP. Si vos IP que vous utilisez ont été blacklistés par Spamhaus, par exemple, qui est un organisme de gestion de réputation des IP, forcément elles n'arriveront pas chez nous. Ça va s'arrêter, il va y avoir un message qui va dire non, on ne veut pas discuter avec vous. Donc on a plusieurs listes comme ça qui sont implémentées. Donc nous on en a essentiellement deux, c'est celle de Spamhaus et de Cloudmark qui bloquent. Donc là si vous êtes bloqué à ce niveau-là, nous on n'intervient même pas. On vous dit c'est bloqué chez eux, débrouillez-vous avec eux, c'est notre prestataire.
S'ils ont bloqué, c'est qu'il y a une raison, ils vous donneront les explications et puis ça se résoudra ou pas. Parce que chez Sparrow, ça ne se résout pas toujours de façon très facilement quand même. Le deuxième filtre pour la délivrabilité, c'est Valet-Rétro. C'est notre moteur anti-spam. Donc je pense qu'aujourd'hui en France, on doit avoir, au niveau des fournisseurs d'accès français, on doit tous avoir le même moteur anti-spam. Donc là, c'est des règles qui sont faites sur le contenu du message, sur la propreté du message aussi, propreté technique du code. S'il y a un code qui est vraiment pas bien, qui part un petit peu dans tous les sens, des points, des caractères blanc sur blanc, des choses comme ça, il risque d'y avoir des blocages. Il y a tout un tas d'éléments qui vont faire monter la note spam du message, et arriver à un certain degré, le message il est considéré comme du spam. Donc soit il est rejeté, soit il est délivré directement dans votre boîte courrier indésirable. Il y a les deux cas de figure selon le nombre de points obtenus sur la qualification en spam. Et puis le dernier point pour nous, c'est effectivement si cette campagne, si ces IP ont provoqué beaucoup de retours clients de notre côté, là, il peut y avoir le dernier filtre qui va arriver, qui va être soit de rejeter le mail, soit de le classer en spam de la même façon. Par contre, je précise qu'en France, quand on a accepté un mail sur la plateforme, on a obligation de le délivrer, on ne le supprime pas. On ne fait pas ce que fait Google, ce que font les fournisseurs américains. À partir du moment où on a accepté un mail, on le dépose dans la boîte. Si on l'a déposé dans la boîte de réception, il reste dans la boîte de réception. La boîte mail, c'est l'espace privatif du client. On n'a plus le droit d'intervenir à partir du moment où c'est chez le client. L'exemple le plus classique, c'est les mails de phishing. Si on se rend compte aujourd'hui qu'il y a une campagne de phishing, on connaît la campagne, on connaît les IP qui les ont émises, on connaît le sujet, on connaît le sender, on connaît tout. Sauf que s'il est déjà déposé dans la boîte de nos clients, on n'a même pas le droit d'aller mettre un tag pour dire c'est un phishing. On ne peut rien faire. Il a été déposé. L'espace, la boîte de messagerie, c'est vraiment un espace privé et on ne peut pas intervenir dessus, c'est protégé par le code des télécommunications. C'est comme si on ouvrait un courrier. Juste sur cette partie spam, analyse du spam, on a vu arriver dans le monde entier, chez Gmail, le fameux onglet promotion, chez SFR, le filtre anti-pub. Finalement, on voit que la frontière entre spam, publicité, devient un petit peu floue. Quelle est la position d'Orange, qui aujourd'hui n'a pas mis en place de filtrage de ce type? Est-ce que c'est quelque chose qui peut arriver un jour, ou est-ce que c'est quelque chose qui est exclu, sachant que voilà, on voit que le monde des boîtes mail évolue un petit peu avec le grey mail. Quelle est la position d'Orange là-dessus? Alors, il n'y a rien d'exclu. On ne peut pas dire que demain on ne le fera pas. La position d'Orange, c'est de dire qu'aujourd'hui, la solution qu'on a mis en place, qui est vraiment une solution spécifique à Orange, convient à nos clients. Donc on ne s'interdit pas des réflexions, on regarde effectivement les effets. Pour le moment, ce qu'on constate, c'est quand même beaucoup d'effets de bord. On constate beaucoup de faux positifs, avec les classifications qui ne sont pas faites par le client sont toujours un petit peu problématiques. Et elles ne correspondent pas, d'après nous, à la philosophie des internautes français. C'est quelque chose qui est très admis dans le milieu anglo-saxon, aux États-Unis. En France, de faire le classement à la place des gens, ça a tendance à les agacer quand même plus qu'à ne les conforter. Donc voilà, la position aujourd'hui, elle est là. On surveille bien entendu ce que font nos concurrents, et on regarde surtout la réaction des internautes par rapport à ça. Sur ce qu'a mis en place Google, d'après ce qu'on a vu quand même, et les internautes qu'on sonde régulièrement, je ne pense pas qu'il y ait une très bonne perception de l'internaute. Il y en a beaucoup qui la désactivent, cette boîte, et il y en a beaucoup qui ne s'en rendent pas compte et qui se plaignent parce qu'elle ne soit plus leur mail. Donc il y a quand même des effets de bord pour un gain. Alors il y a certainement un gain, sauf qu'on a opté pour une autre politique pour avoir ce gain-là, et donc aujourd'hui, il n'y a rien de prévu à ce niveau-là de notre côté pour le moment. Mais on regarde quand même ce qui se passe. Merci. Côté routeur, peut-être vous pouvez nous en dire plus sur le grey mail et finalement cette classification, comment les clients le perçoivent, est-ce qu'ils exigent auprès des routeurs d'arriver dans la boîte de réception quand même? Qu'est-ce qui se passe depuis quelques mois? Disons qu'en fait, il y a eu, avec cette arrivée de la catégorisation des messages sur Gmail, il y a eu
beaucoup d'engouement en disant que nos taux d'ouverture baissent très fortement. Et différents annonceurs ont commencé à trouver la solution palliative à ce problème en envoyant des communications à leurs clients, en leur disant comment faire pour passer le message de promotion à boîte principale. Après, on n'a pas de chiffres en tête, si ça a marché ou pas marché. En tout cas, bon, il y a quelques statistiques qui sont sorties sur une baisse mesurée des taux d'ouverture sur Gmail. La baisse a été constatée. Ouais. Pas mal de Donc effectivement, c'est la solution la plus simple. Fidélisation. Et par contre, on voit encore des emails HTML et publicités arriver en boîte de réception et d'autres classés en promotion. Alors il y a après, quelques c'est aussi le contenu du message, parce que s'il est plus ou moins court, il se peut très bien qu'il arrive dans l'onglet mise à jour. J'ai constaté pas mal de petites choses comme ça avec certains mailing clients qui étaient assez courts et qui finalement étaient plus déportés dans promotion mais dans mise à jour. Si bien sûr l'utilisateur a coché l'onglet mise à jour dans son système de catégorisation. Alors, avant de passer aux questions, parce que je pense qu'il va y en avoir, la dernière question que j'avais moi, c'était, je pense qu'on est tous un petit peu friands en tant qu'annonceurs, notamment de trucs, d'astuces, de clés, de conseils, voilà, donc, de commandements. J'aimerais que les routeurs, finalement, nous donnent leur vision de ce qu'un annonceur peut faire pour améliorer sa délivrabilité simplement, puisqu'on a bien compris que les routeurs étaient en charge de la partie technique, la partie relation avec les FAI et qu'ils le faisaient bien. Maintenant, côté annonceur, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour améliorer sa délivrabilité? Parce qu'on a tous eu à un moment donné un mail qui arrivait en spam et on ne savait pas pourquoi. Moi, j'ai commencé par le premier conseil, c'est le plus simple. Je commence. Ayez toujours en tête le client, le contact avec lequel vous allez envoyer l'email. Et dites-vous qu'il faut renvoyer des emails à des gens qui souhaitent le recevoir. Voilà. C'est le principe de base. Et après, vous comprenez tout en fait. Vous comprenez pourquoi parfois vous arrivez en spam. Vous comprenez comment fonctionnent les règles des anti-spam, même s'ils sont différents, les algorithmes sont différents selon les FAI. Mais globalement, ils visent ce principe. Et donc voilà mon premier conseil, même si je sais que ceci dit, après la mise en place, c'est pas forcément aisé et facile. Après, j'ajouterais que, comme l'a dit Alain tout à l'heure dans sa présentation, une base de données peut intégrer une nouvelle base de données dont on ne sait pas forcément bien l'origine, dont on sait qu'elle n'est pas forcément clean dans la base de données principale, peut être toujours très dangereux et dommageable pour l'ensemble de la base. Donc un conseil, ce serait toujours de connaître l'origine précise des adresses email que vous avez dans votre base, puisque votre mégabase peut être constituée de différents segments de base acquises de différentes façons, plus ou moins clean, et de connaître toujours l'origine de ces adresses pour pouvoir identifier en cas de problème, faire le boulot de marketeur et de savoir vraiment dans la base quel est le segment de base dont les personnes se plaignent le plus, grâce aux données de boucle des rétroactions par exemple. Quels sont les segments de base qui ouvrent le plus, qui réagissent le plus ou se désabonnent le plus, et en fonction de tous ces critères-là, pouvoir identifier les segments qui posent problème au global à votre délivrabilité. Est-ce qu'on doit supprimer les inactifs? Et comment on le fait, sachant que c'est basé sur des pixels qui ne s'affichent pas forcément? Comment on considère un inactif aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil là-dessus? En fait, je voudrais juste revenir sur la question précédente par rapport au niveau des trucs et astuces entre guillemets pour passer sur les boîtes pour passer en boîte de réception. C'est un peu une question piège parce qu'en fait ça peut aussi vouloir dire d'essayer de contourner les règles qu'ont mis en place les fournisseurs d'accès, qui est alors justement moi je vous conseillerais plutôt de faire exactement comme viennent de dire mes collègues, c'est-à-dire de bien vérifier la source d'inscription de vos adresses, etc. Vous retournez sur ces données que vous maîtrisez et de ne pas essayer de contourner les règles, alors de mettre en place, d'exploser votre base avec différents senders, etc. Enfin, ce genre de choses sont très mal appréciées chez Orange, par exemple. Donc voilà, l'idée c'est... bien sûr, il y a des choses à mettre en place, il y a des trucs et astuces à connaître. Il faut que l'email soit bien structuré, on en a déjà parlé un petit peu ce matin, avec les différents emails responsives, etc. Il faut que le code, Jonathan aussi, on a reparlé vis-à-vis du code, il faut que le code soit bien fait, il faut que quand vous ouvriez une balise, il faut qu'elle soit fermée, etc. Respecter les bases, on va dire, des bonnes pratiques,
qui aujourd'hui, hier c'était peut-être des bonnes pratiques, mais aujourd'hui ce sont plutôt des règles vis-à-vis des fournisseurs d'accès. Donc voilà, revenez sur les basiques dans un premier temps, et ensuite effectivement, alors après on peut parler des inactifs aussi, mais alors les inactifs, moi je pense pas qu'il fasse les supprimer comme on vient de le dire. Je pense qu'il faut déjà dans un premier temps s'intéresser à ces personnes avant qu'elles deviennent inactives. Alors le mot actif aussi, quand on parle d'actif, en fait pour nous en tant que Deliverability Manager, ou en tous les cas travaillant dans le monde de la délivrabilité, c'est plus actif, c'est une activité vis-à-vis de l'email, du monde de l'email. Donc c'est-à-dire c'est quelqu'un qui aura généré une action sur un email, ouvert ou cliqué. Alors les FAI monitorent l'ouverture, ne monitorent pas le clic parce qu'elles n'ont pas forcément cette information-là. Mais en tous les cas, c'est bien de se baser par rapport à ça, parce que vous allez savoir que c'est des gens qui sont actifs. Et aujourd'hui, une grosse partie des filtrages anti-spam chez les gros fournisseurs d'accès, comme chez les gros webmails comme Hotmail, Yahoo, Gmail, AOL, sont basés sur ce qu'on appelle l'engagement, c'est-à-dire l'activité des internautes. Donc en fait, ils viennent regarder ce que font les internautes dans les boîtes de réception. Si par exemple un utilisateur va ouvrir un message, s'il va lire ce message, combien de temps il va passer sur ce message, s'il va prendre le message et le déplacer en courrier indésirable, s'il prend un message dans le courrier indésirable et le replace dans la boîte de réception, toutes ces, comme le disait déjà Orange, Alain Poussalet tout à l'heure, qui vérifie effectivement les gens qui déplacent les messages de la boîte de spam vers la boîte de réception. Donc tous ces paramètres-là sont pris en compte. Donc c'est important pour vous, si vous avez des problématiques chez les fournisseurs d'accès, de vous concentrer sur la partie active de votre base, et ensuite de mettre en place pour les inactifs peut-être des scénarios de réactivation, de réengagement, où là vous allez venir communiquer de manière différente avec les internautes, parce que si une personne est devenue inactive sur votre base, je pense qu'il y a forcément une raison, ça veut dire peut-être que votre façon de communiquer avec elle n'est pas forcément la bonne. Pensez peut-être à communiquer via SMS, peut-être à vous orienter vers le mobile, si votre créa HTML, votre email ne correspond pas au mobile et c'est une personne qui ouvre sur un téléphone portable. Essayez d'analyser vos données et de mieux connaître vos internautes pour mieux vous intéresser à eux et pouvoir communiquer de la bonne manière au bon moment aussi. Voilà, c'est souvent ce qu'on dit dans le monde de la délivrabilité. Pour revenir sur mon principe très simple et répondre à Guillaume, est-ce qu'on doit enlever les inactifs? Assez basiquement, c'est assez simple de comprendre que si vous envoyez un email, pas un, mais on va dire 10, 15, 20 emails à la même personne et qu'elle n'ouvre jamais, qu'elle ne clique jamais, c'est qu'elle n'est pas intéressée par votre newsletter ou votre campagne et qu'il faut peut-être lui renvoyer moins d'emails ou si ne serait-ce ou plus d'emails du tout. En tout cas, moi je suis plutôt partisan. Après, évidemment, on est routeur, donc on route les emails qu'on nous demande de router. Nous, on conseille à nos clients de enlever les inactifs. Alors, inactif, quand est-ce qu'on dit que quelqu'un est actif? Après, il y a plusieurs définitions. On considère que 60 jours, si vous routez assez régulièrement, 60 jours, c'est un temps raisonnable pour déclarer quelqu'un comme inactif. Mais peut-être qu'ils arrivent en boîte spam et on ne sait pas. Ils n'ouvrent pas parce qu'ils sont en spam. Oui, absolument. Alors, ça, il ne devrait pas arriver en spam. Si vous voulez, hein. Voilà. Non, mais d'accord, mais quels sont les outils pour savoir? Pardon? Il y a une question pour ceux qui sont en dehors. Donc, quels sont les outils pour savoir si l'email, les inactifs arrivent finalement en spam ou non? C'est pour ça qu'ils seraient inactifs. J'ai déjà indiqué un petit peu, j'ai donné des pistes tout à l'heure. Je pense que, alors déjà, il y a des outils comme ReturnPass, comme Litmus qu'on a vu tout à l'heure qui vous permettent, il y en a d'autres qui vous permettent justement de savoir quelles sont la part d'emails qui arrivent en boîte de réception. Après, faut savoir les interpréter, c'est pas forcément la vue réaliste de votre campagne, parce que les filtres anti-spam calculent de manière en temps réel votre réputation. Donc une campagne peut très bien arriver en boîte de réception au début et par la suite, au fur et à mesure, se retrouver en spam, et s'il y a vraiment trop de plaintes qui sont générées, peut-être bloquées au final. Donc c'est pour ça que vous pouvez avoir... Alors moi ce que je dirais, c'est déjà regarder vos statistiques, parce que c'est des choses que vous avez de votre côté. Vous pouvez regarder vos taux par fournisseur d'accès. Si vous avez déjà des taux qui sont très très bas, c'est que vous avez une problématique de spam, fortement en tous les cas une problématique de spam chez un fournisseur d'accès. Après, les actions à mettre en place, alors effectivement, un inactif peut être une personne dont son email est arrivé dans le courrier indésirable.
à ce moment-là, ça veut peut-être dire aussi que vous avez peut-être une proportion, comme disait mon collègue tout à l'heure, vous avez peut-être une proportion trop importante d'inactifs, vu que c'est des choses qui sont prises en compte par les fournisseurs d'accès, dans votre base. Souvent, dans les bases, il y a souvent 80% d'inactifs pour 20% d'actifs. C'est les 20% d'actifs, pas dans toutes les bases, mais c'est 20% d'actifs c'est ces 20% qui vont générer la majorité de votre chiffre. Donc déjà, essayez de vous concentrer sur ces 20% et ensuite, essayez de vous intéresser de manière différente à ces 80%. Et n'attendez pas qu'ils ne reçoivent plus le mail ou qu'ils reçoivent le mail en courrier indésirable pour justement essayer de communiquer de manière différente. Je pense que ce qui est important pour les inactifs, c'est le travail sur le segment. Comment est-ce qu'on isole les personnes qui sont inactives? Donc effectivement, je pense qu'il y a 3 critères. Il y a la récence de l'adresse email. Est-ce que l'adresse email a été collectée récemment ou pas? Et il y a le critère de réactivité, effectivement. Donc une adresse collectée il y a longtemps, qui n'a jamais réagi, donc pour le deuxième critère. Et pour le troisième critère, effectivement, je dirais qu'il a eu l'occasion de réagir. C'est-à-dire en ayant été ciblé une vingtaine de fois ou 25 fois, on va dire, je dis ça comme ça, mais qui a eu l'occasion de réagir, c'est-à-dire, et qui aussi a eu l'occasion de réagir parce que l'email est arrivé en inbox, grâce aux techniques qu'a décrit Arnaud, en scorant les personnes, en essayant de prédire si les gens ont reçu ou pas, ont été confrontés au mail au moins N fois, par exemple. Et donc en combinant ces 3 critères, le travail sur le segment d'identification des inactifs aura du succès. Si jamais vous segmentez les gens qui n'ont pas réagi récemment sans autres critères, effectivement, ils ont pu ne pas avoir eu l'occasion de réagir. Et là, vous tapez à côté. Alors, il y a une question que Régis m'a déjà posée, puisque Click et Site est acteur de la prospection dans l'email. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore faire de la prospection par emailing et comment? Parce qu'effectivement, la délivrabilité en prospection versus fidélisation, c'est pas la même. Et donc, la question de l'achat de fichiers, de la location de fichiers, ça c'est quelque chose qui intéresse forcément les annonceurs qui cherchent à développer leur notoriété, développer leur vente par email. On sait que c'est efficace, mais on a de plus en plus de difficultés à atteindre des boîtes de réception en prospection. Donc, quels sont les conseils qu'on peut donner à des annonceurs qui veulent faire de la prospection par email en termes de collecte, de location, Travailler avec des bons fichiers. Non, effectivement, je pense que la prospection par email, la prospection même par email fonctionne. Encore, elle ne fonctionne pas pour une certaine partie des pratiques pour certains acteurs, parce que générant taux de plainte, parce que acquise illégalement ou de façon border avec la loi, etc. Mais par contre, j'ai eu aussi l'occasion de voir des campagnes sur des mails complètement non opt-in, dans certains cas, soit aux États-Unis, soit en France aussi, dans le caritatif, où l'opt-in légalement n'est pas obligatoire, qui fonctionnaient très bien, parce que c'était le bon ciblage, la bonne offre au bon moment pour la bonne personne. Donc effectivement, si les marketeurs font suffisamment bien leur boulot pour arriver à identifier des personnes intéressées ou de façon prédictive par des choses, naturellement, les gens recevront, attendront le message et ne le reporteront pas en spam et le message sera accepté. Donc ça fonctionne, mais ça ne fonctionne plus comme ça a fonctionné pendant pas mal d'années où il suffisait d'envoyer le maximum de mails sur les plus grosses bases possibles avec le maximum d'offres différentes. Effectivement, ça ne marche pas. Donc ça paraît plus difficile. Oui, je pense que Jérôme a bien résumé la chose. Ce que je pense qu'il voulait dire aussi, c'est de bien faire attention à votre façon de collecte. Par exemple, lorsque vous faites, si vous faites de la collecte d'adresses et que vos newsletters ou vos offres sont par exemple orientées sur des couches Pampers et que vous avez fait votre collecte sur un site de jeux concours de voitures, je pense que les adresses qui vont recevoir vos couches Pampers vont avoir un petit peu de mal à comprendre pourquoi elles reçoivent ces emails. Donc je pense qu'il faut avoir une cohérence très importante entre la façon dont vous collectez et en fait avec le contenu de ce que vous allez leur booter par la suite, enfin les offres en tous les cas promotionnelles que vous allez leur envoyer. C'est très important de prendre ça en compte et je pense que s'il y a, en tous les cas pour les personnes qui ont l'allocation de fichiers et de la prospection, etc., c'est un métier qui devient de plus en plus dur parce qu'aujourd'hui les systèmes de filtrage anti-spam sont de plus en plus précis, sont de plus en plus poussés et vu que on est vraiment dans ces modèles-là, on est vraiment dans des modèles de masse, d'envoi de masse,
Derrière, c'est très compliqué pour les internautes qui ont une pression marketing, c'est-à-dire ils reçoivent un très grand nombre d'emails, enfin en tous les cas un nombre important d'emails par jour, par semaine. Derrière, c'est vrai qu'ils ont tendance à se plaindre très facilement et donc ça génère des problématiques vu que c'est des paramètres, qui sont vérifiés par les fournisseurs d'accès. Donc derrière, il peut y avoir des blocages, il peut y avoir des mises en spam, etc. Donc c'est un métier qui est très difficile, qui devient de plus en plus difficile aujourd'hui. Et je pense que si vous faites, comme disait Jérôme, si vous faites de la collecte en tous les cas proprement, c'est-à-dire vous mettez à la place de l'internaute, s'il vient sur un site, de jeux concours voiture, peut-être que derrière il attend de recevoir en tous les cas sur une thématique de voiture. En tous les cas, j'ai connu pas mal d'acteurs qui font de la prospection, etc. Aujourd'hui, ils poussent de plus en plus quand même à la personnalisation, à la thématique, et donc ils arrivent plus ou moins à faire fonctionner leur modèle économique, même si ça devient de plus en plus compliqué. Merci pour ces réponses. On va passer à vos questions. Alors moi j'ai une question un peu ouverte pour nous-mêmes routeurs. J'entends bien le discours des routeurs où on explique aux annonceurs qu'il faut qu'ils aient des bases propres, qu'ils améliorent leur collecte. Sauf que quand on veut faire de la prospection, pour pouvoir avoir une base, il faut prospecter. J'ai pas trouvé de réponse dans vos différentes interventions. Je comprends que c'est compliqué, que l'envoi de masse, c'est pas simple à gérer, et que les FAI jouent leur rôle là-dedans. Moi, je trouve que c'est bien que le spam se mette à avoir des règles. Par contre, est-ce qu'à un moment donné, on ne peut pas avoir une discussion entre tous ces intervenants qui permettent aux annonceurs aussi de pouvoir faire leur travail légalement, sans passer par des biais détournés pour obtenir des bases et envoyer de la masse, alors qu'au final, ils ont peut-être des fois un internaute dans sa vie, il va acheter une maison. Et pendant qu'il va acheter cette maison, il a besoin d'avoir des offres des banques. Et c'est à ce moment-là qu'il en a besoin. Et on ne peut pas lui offrir cette possibilité-là. Alors que les FAI ont, à mon avis, des informations qu'ils ne communiquent pas forcément, ou qu'ils ne veulent pas communiquer, parce qu'ils pourraient très bien dire au routeur, voilà, j'ai mis tant en boîte de réception, j'ai mis tant en spam, allons-y, travaillons ensemble, pour les annonceurs. Ma question, c'est pour les annonceurs. Je me mets à la place des annonceurs aujourd'hui qui, peut-être, ne trouvent pas de réponse dans tout ce que je dis. Alors, il y a plusieurs questions. La question principale, c'est finalement que tout cet écosystème-là travaille ensemble pour arriver à faire de la prospection et notamment avoir encore plus de visibilité côté routeur-annonceur sur ce que pensent les FAI. Et d'efficacité au final. Peut-être Alain qui quand même est l'un des acteurs les plus transparents sur ce qu'il fait. Alors il y a une règle très simple, et je vous l'ai dit tout à l'heure, quand un mail est délivré dans la boîte d'un client, c'est terminé, on ne regarde plus. Donc les mails qui sont délivrés dans la boîte du client, on ne les regarde pas. On ne regarde pas si le client il clique ou pas. On est en France, on est des opérateurs français, donc on n'a juste pas le droit de le faire. Donc si vous voulez ces informations-là, il y a d'autres moyens de les faire, qui sont des moyens techniques, savoir est-ce que quelqu'un a cliqué sur la banque et ces choses-là, mais c'est certainement pas au niveau des FAI que ça se fera, puisque de toute façon c'est interdit par la loi. Donc aujourd'hui, le client il est protégé à ce niveau-là, et on a zéro information sur ça. Les seules informations qu'on a, c'est le nombre de campagnes qui sont rejetées. Alors effectivement, de temps en temps, on voit que nos clients ont reçu 75 mails pour un crédit mutuel dans la même semaine. Donc forcément, ils crisent. Mais ces informations, on les a une fois que c'est bloqué, une fois qu'ils se sont plaints. Avant, on ne les a pas. Donc c'est pas nous qui pouvons intervenir en termes de régulation à ce niveau-là. C'est juste pas possible. Maintenant, je vais vous rassurer, il y a des annonceurs dont on n'entend jamais parler. Il y a des gens qui font de la prospection dont on n'entend jamais parler. Il y a des gens où, de temps en temps, je me dis, mais bon sang, je reçois des mails sans arrêt d'eux, mais ils sont où? Donc si je ne sais pas chez quel routeur il passe, ça veut dire qu'il n'y a jamais de plainte, il n'y a jamais de problème. Donc ça, je vous rassure, ça existe. Hein, il y a des acteurs qui sont très propres dont on n'entend jamais parler. Et pourtant, on route des millions de mails par jour. Et ça se passe bien. Donc je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites que vous n'avez pas les armes, des choses comme ça. Je pense, et je vais le dire clairement, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même quelques acteurs sur le marché qui vous donnent des mauvaises armes, et quand vous tirez avec, vous tirez une balle dans le pied. Sauf que ce n'est pas nous qui pouvons faire la régulation à ce niveau-là.
D'abord, on n'a pas le droit de le faire. Les bases, on ne connaît pas la provenance des bases, nous on connaît juste nos clients qui se plaignent. Sauf que finalement, au bout d'un moment, on finit par se douter d'où viennent les bases, et ça s'arrête là. Et ces informations-là, on peut bien entendu pas les communiquer. D'autres questions? Oui. Oui, en fait, j'avais une remarque, c'est pas vraiment une question, c'est pour répondre aussi à monsieur. Quand on parle d'éligibilité, on parle beaucoup de la réponse des messages, de la mesure de la satisfaction du mail reçu. Aujourd'hui, on utilise un taux qui est extrêmement important, j'ai quelques chiffres dessus, qui est la réactivité à l'opt-out. En gros, vous envoyez un email et vous regardez le nombre d'opt-out qui sont générés à partir de vos cliqueurs. Si vous êtes sur des taux inférieurs à 10% de fidélisation, c'est à peu près normal. 20% sur la prospection, c'est normal. Si vous êtes au-delà de 20% sur vos taux d'opt-out sur vos cliqueurs, là il y a un souci dans vos data et vous allez avoir des soucis. Aujourd'hui, on a vu des campagnes qui tournaient sur des taux de 80-90%. Ça veut dire quoi? C'est que 9 personnes, 8 personnes sur 10 se désabonnent. Et là, vous avez un souci. Et c'est là qu'il faut se poser la question de quel est le contenu de la base, quelle est ma pression commerciale, quelles sont mes règles d'opt-in, comment j'ai mis en place mon programme d'optimisation. On en parle beaucoup aussi de ça, notamment le team partenaire. On en avait parlé tout à l'heure. Le team partenaire, je pense qu'il y a un souci dessus aujourd'hui. C'est ça qui pose véritablement problème. Pensez aux boardings. Aujourd'hui, vous rentrez dans un programme ITF2 par exemple. Vous abonnez chez eux. Vous cochez le team partenaire. À partir de là, vous allez tomber chez un broker. Donc le broker, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer un email de la part de ITF2, cliquez ici pour vous désabonner. Donc ça, c'est de l'opt-out. Et derrière, les emails que vous allez recevoir derrière, ça va être des emails de la part de ce programme-là. Donc les personnes qui reçoivent ça vont recevoir de l'assurance, du véhicule, vont recevoir je ne sais quelle autre offre qui va être complètement à l'opposé de leur opt-out originel. Et là, vous allez générer de l'opt-out sur du clic. Donc c'est tout ça qu'il faut regarder, c'est tout ça qu'il faut maîtriser. Et c'est à partir de là, vous allez pouvoir faire de prospection correctement si vous gérez bien vos opt-in partenaires, vous ne travaillez pas à n'importe quelle base et que vous gérez votre prospection commerciale correctement. Et là, vous aurez plus de problème. Voilà, je pense que ces éléments sont importants. On n'en parle pas assez. Aujourd'hui, on travaille de plus en plus avec ça et je pense que c'est grâce à des gens comme moi qui nous donnent les éléments pour pouvoir travailler là-dessus. Et on sait aujourd'hui que la réputation est liée à la satisfaction vue par vos emails dans les boîtes de travail. Donc maîtriser cet élément-là, et là vous aurez plus de problème. Alors je précise juste par rapport à ce que tu disais, Lionel, c'est le taux de clic sur les liens de désabonnement par rapport au nombre de clics global. Non, c'est le nombre de désabonnés, de gens qui s'abonnent par rapport au nombre de cliqueurs. Le nombre oui, d'accord, le nombre de gens qui se désabonnent. Sur un Gmail, et je me désabonne. Donc ça, c'est des gens qui ne sont pas satisfaits. On est d'accord. Et ça, c'est l'élément des uns de l'information. Et aujourd'hui, quand vous faites vos stats, vous comparez par rapport au secteur d'activité, regardez le pourcentage. Si vous êtes en dessous de 20% prospection, 10% pour la feed, vous êtes bon. Si vous êtes au-dessus, il y a un souci. Et vous aurez certainement des problèmes. En tout cas, c'est intéressant parce que c'est vrai que c'est un indicateur dont on entend moins parler. On parle de taux de désabonnement, taux de clic, mais pas forcément du nombre de désabonnés sur les cliqueurs. Alors, et effectivement, ces seuils de 10-20%, alors je pense que c'est propre à votre expérience, mais c'est pas forcément. Voilà. Et c'est intéressant, merci pour ce Et je voudrais rajouter aujourd'hui, quand on a pris la décision de transmettre à Signal Spam les retours par IP, c'est aussi pour donner ces outils. Je suis très content que mes camarades de SFR aient enfin réussi à le faire aussi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les seuls éléments qu'on peut vous donner, on vous les donne. Ça, c'est des taux qu'on peut vous donner, enfin, c'est pas des taux, c'est d'ailleurs des chiffres. Donc, à partir de là, et à partir effectivement des analyses qui peuvent être faites, je pense qu'aujourd'hui, vous avez tous les éléments pour juger. Vous avez même les éléments pour vérifier qu'on est en train de vous donner une base qui n'est pas bonne. Et vous pouvez le faire très très rapidement, ces choses-là. Sauf qu'effectivement, ça demande de l'investissement parce qu'il faut aller faire toutes ces mesures. Je rajouterai les bases repoussoirs, aller vérifier un peu les adresses qu'on vous donne. Hein. Par exemple, s'il y a la mienne, c'est qu'il y a un problème. S'il y a celle de François Pétillon, c'est encore pire. Voilà, il y a des éléments comme ça qui doivent vous attirer l'œil et qui doivent vous permettre de faire quand même une analyse relativement fine de ce qui se passe. Il y a des gens qui le font et pour qui ça marche. Donc je pense qu'il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Il y a des gens, je vous dis, qui le font très très bien.
Effectivement, il y a pas mal de sources de données qui vont être utiles aux marketeurs et aux senders pour maîtriser sa réputation, dont Signal Spam, c'est la seule source de données utile à la régulation marketing en France, qui maintenant est alimentée de plaintes agrégées Orange et SFR. Mais j'ai envie de dire sans prétention plutôt que de dire on va attendre des FAI qui nous donnent les informations pour savoir comment faire mieux notre boulot, on va plutôt essayer de laisser cette partie de l'écosystème se fédérer avec et de se rassembler comme dans les associations comme l'APMEL, etc. Où comment est-ce qu'on va pouvoir faire mieux notre boulot nous en mettant en commun certaines parties de l'information, j'en sais rien, je ne suis pas dans ce côté-là de la barrière, mais comment est-ce qu'on peut, grâce à toutes les données qu'on a, nos logs, nos plaintes pour spam, etc., ce qu'on connaît des annonceurs, comment on fait pour ensemble faire mieux notre boulot. Pour éviter un cas comme a décrit Alain, où dans la même semaine, une personne reçoit 70 mails pour la même annonce, pour la même publicité, venant de la moitié de l'écosystème français. D'autres questions? Bonjour, je suis Caroline, responsable marketing de Kimos, éditeur de logiciels. Notre problématique, je rejoins ce que disait la personne qui parlait juste avant, c'est qu'à la base de la prospection, il y a un fichier. Si on veut faire des fichiers, on n'a pas toujours forcément, et on est toujours à la vide justement d'avoir des fichiers qualifiés. Donc là, ma question se destine à Viadeo. Donc vous parlez justement de la qualité de votre base. Effectivement, c'est quelque chose qui est intéressant quand on est acteur B2B, de pouvoir trouver en face le bon contact. Si on, par exemple, dans notre cas, on va vouloir cibler les directeurs financiers. Est-ce qu'aujourd'hui, vous fournissez justement une solution qui permet de délivrer dans les boîtes mail des membres Viadeo des messages justement des propositions commerciales? J'ai une question pour ceux qui sont dehors, c'est à propos de Viadeo, la mise à disposition des données de Viadeo pour pouvoir atteindre les personnes qui sont inscrites sur Viadeo dans leur boîte Viadeo pour la prospection. Alors, ça, je vous invite à venir me voir après. Je n'ai pas la réponse parce qu'on a un service affiliation. Une chose est sûre, c'est qu'on travaille à la qualité des données, on travaille à la qualité des données de métier, à la double optimisation des emails lors de l'inscription. Ça ne résout pas tous les problèmes, mais on fait le maximum pour avoir des données à jour, des données propres. Et après, c'est vrai que le taf pour arriver en boîte de mail, boîte de réception, même quand c'est Viadeo qui fait le routage, c'est une guerre permanente en fait. On a bossé avec Orange il y a pas très longtemps, on est en plein partenariat et c'est vrai que la seule solution qu'on a trouvée c'était d'avoir des shoots de qualité, c'est-à-dire des super actifs members. Ce qu'on appelle des super actifs members, c'est des personnes qui sont connectées sur le site ces 2-3 dernières semaines. Donc on sait que c'est des personnes qui sont ces internautes super actifs. On sait que le rapport qu'ils ont avec le mail est un bon rapport, contrairement à des personnes qu'on pourrait considérer comme inactifs. Donc on a vraiment un travail de fond sur l'activité des membres, le remplissage de leur profil, la mise à jour de leur profil, et c'est ce qui nous permet derrière d'avoir justement cette base de données riche en données métiers et surtout des données qui sont mises à jour régulièrement. Jean-Philippe avait une question. Oui, merci. Peut-être pour l'ensemble de l'acteur autour de la table, on parle beaucoup en ce moment d'email à planning et savoir quelle est la position des nouveautés dans ce domaine-là. Question sur l'email appending. Qu'est-ce qu'on en pense autour de la table? Rappelez peut-être ce que c'est. Alors, je vais répondre pour Orange parce que ça va être relativement rapide. Orange fait partie d'une organisation internationale qui s'appelle le Messaging Anti-Abuse Working Group, qui a condamné fortement l'email appending depuis maintenant 4 ou 5 ans et qui a exclu des membres de cette association pour avoir proposé l'email appending. Donc de notre côté, voilà la position. L'email appending, c'est l'enrichissement des bases email. C'est des techniques pour enrichir des bases email. Un exemple, par exemple, enfin, vous pouvez prendre un exemple, c'est vous pouvez générer des adresses email si vous connaissez par exemple le prénom et le nom d'une personne et le nom de la société. Derrière, vous pouvez faire prénom plus nom, arrobas nom de la société. Voilà, donc ça, c'est des choses ça, par exemple, qui sont complètement condamnées. De notre côté, on est membre du board de cette association. Donc,
Il y a aussi le croisement, il y a ce que décrivait Arnaud, mais il y a aussi le croisement de deux fichiers sur une clé commune pour enrichir le premier avec l'autre adresse mail. Et cette partie-là, le MOG, quand il a pris position, a dit publiquement que ce n'était pas parce qu'on avait donné un opt-in sur un canal qu'on était forcément opt-in sur un canal email. Et c'est ça principalement qui pose problème et qui est condamné aujourd'hui par le MOG. Et donc par ces membres. En Angleterre aussi, ils viennent juste de sortir récemment, donc il y a une association aussi, un petit peu la même image, qui vient juste de sortir un document indiquant qu'il fallait effectivement avoir l'opt-in, mais du canal précis sur lequel on veut communiquer avec l'internaute. Donc c'est-à-dire c'est pas parce qu'il est opt-in à la communication qu'il va être opt-in sur tous les canaux, SMS, email, etc. Donc c'est les réseaux sociaux. Donc, la dernière question, Guillaume. Je voulais revenir sur la prospection avec une question pour Alain, avec l'exemple du crédit mutuel, 70 mails en une semaine. J'imagine que c'est via de l'affiliation sur autre chose. Donc on a plusieurs acteurs, on a l'annonceur, on a différents éditeurs, donc les campagnes sont des bases tierces. Et je veux savoir comment sont gérées les plaintes, les décisions de blocage. Alors on les fait par campagne. Aujourd'hui, on a une nouvelle pratique qui s'est installée, qui est quelqu'un qui veut faire une campagne et qui va utiliser plusieurs routeurs, plusieurs annonceurs pour faire sa campagne. Bon, on traite les plaintes qu'il y a au niveau des routeurs, au niveau des adresses IP, sauf que quand ça arrive de partout, on appelle ça faire du nuage. C'est une technique très très bien connue des spammers. Donc quand on a des techniques comme ça qui arrivent, on considère que les gens qui font ça sont des spammers. Donc on ne s'occupe pas de traiter uniquement les gens qui ont émis les mails, mais derrière les gens qui émettent les mails, il y a un bénéficiaire. Et ce bénéficiaire, il porte une responsabilité de ce désagrément causé au client. Donc il peut nous arriver aussi d'intervenir directement sur la société qui bénéficie de cette campagne. Et on le fait de plus en plus souvent parce que cette pratique, je ne sais pas qui a vendu du rêve aux gens en leur expliquant que ça allait marcher, mais c'est vraiment catastrophique, puisque la plupart du temps, il n'y a pas de déduplication des bases. Donc le même internaute peut se retrouver à recevoir 7-8 fois le même jour la même campagne, mais par 7 ou 8 canaux différents. Ça s'appelle du spam. Et ça n'a pas d'autre mot que du spam. Et derrière le spam, quand on lutte contre le spam cybercriminel, parce que c'est considéré comme ça, hein, le seul moyen de lutter, c'est d'aller lutter en direction de la personne à qui ça bénéficie. Et on fait exactement la même chose pour les sociétés qui procèdent de cette façon-là. Et quel que soit le nom de la société, quelle que soit l'importance de la société, et même si cette société est client en pub chez Orange, ça n'est aucun problème. Merci à tous nos experts, c'est l'heure de la pause déjeuner.